Et il est temps de retrouver le journal de Steve Nadjar. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour Serge, merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage. Regardez également en vidéo sur la page YouTube de Radio J. À la une, ce mardi 14 janvier, les tractations qui s'accélèrent avant la clôture des listes électorales en Israël. Ce matin, coup de théâtre au sein de la droite sioniste religieuse. La nouvelle droite de Naftali Bennett annonce son ralliement à l'Union nationale. On vous expliquera pourquoi c'est une bonne nouvelle pour Benyamin Netanyahou juste après les titres. L'Europe qui durcit le ton dans le dossier nucléaire iranien. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont déclenché ce midi une procédure pour contraindre la République islamique à respecter ses engagements dans le cadre de l'accord signé en 2015. En France, les syndicats divisés sur la marche à suivre contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation a démarré ce matin. Et puis en dernière partie de ce journal, et comme tous les mardis, on découvrira ce qui fait marcher l'économie israélienne ces derniers jours en compagnie d'Eric Lewin. Radio J. הערב אנחנו מביאים בשורה גדולה לציונות הדתית ולימין הליברלי. מפלגת הימין החדש רצה כמפלגה עצמאית. La voix que vous venez d'entendre est celle de Naftali Bennett. Hier soir, aux côtés de l'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, la tête de liste du mouvement Nouvelle Droite annonçait sa décision dans une vidéo largement relayée dans les médias. Son parti Ayamin et Hadash, la Nouvelle Droite, concourait seul lors des élections générales du 2 mars prochain. Une répétition de la stratégie décidée par Naftali Bennett lors du scrutin d'avril dernier. Mais comme le dit l'adage, les deuxièmes fois dans l'histoire ressemblent souvent à des farces. Preuve en est le coup de théâtre de ce matin. Naftali Bennett fait machine arrière. Il y aura bien alliance au sein de la droite sioniste religieuse. Ayamin et Hadash fera liste commune avec l'Union nationale de Bezalel Smotrich dans 2 mois. C'est un grand jour, s'est félicité Naftali Bennett. Nous avons abouti à la grande unification de la droite idéologique et du sionisme religieux. Alors, le grand pardon de cette opération se nomme pour l'instant le rabbin Rafi Peretz. Le président du parti Foyer Juif reste à l'écart de cette alliance, même si le ministre de la Défense l'a appelé aujourd'hui à rejoindre la nouvelle entité politique. Hier, les négociations entre Abaïta Yehoudi et le parti d'Union nationale avaient capoté, ce qui avait conduit Bezalel Smotrich à s'allier à Naftali Bennett. Douloureuse pour Rafi Peretz, cette fusion des listes est néanmoins une excellente nouvelle pour Benyamin Netanyahou, alors que s'est ouvert ce midi l'inscription des listes électorales. Les partis auront jusqu'à demain minuit pour finaliser leurs intentions. Le Premier ministre israélien avait sévèrement critiqué en coulisses la division du camp sioniste religieux, une fragmentation qui risquait selon lui d'affaiblir le bloc de droite, une menace politique existentielle alors que le mouvement de Benny Gantz, Kahol Lavan, pourrait profiter de l'autre alliance annoncée ce week-end à gauche entre le parti travailliste et le mouvement d'extrême gauche Meretz pour former une majorité après les prochaines élections. Alors, qu'en pensent les éditorialistes israéliens? Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Amnon Lord affirme ce matin dans son éditorial dans le Israël Hayom qu'un bloc de droite divisé ne laisse rien présager de bon pour le Likoud. La droite, écrit-il, n'a pas d'autre option que d'obtenir 61 mandats si elle veut gouverner. Tout autre résultat provoquerait une nouvelle égalité et un nouvel embroglio qui pourrait ouvrir la voie à un gouvernement dirigé par Benny Gantz. Mais il admet que certains, à droite, estiment que c'est précisément une séparation entre la droite modérée de Bennett et la droite religieuse de Rafi Peretz qui pourrait permettre à la coalition de droite et des orthodoxes de parvenir à ce score des 61 députés, car les sondages l'ont prouvé, l'union entre plusieurs formations totalise moins de mandats que lorsque ces formations se présentent séparément. Il y a certains risques, admet Amnon Lord, mais cela peut élargir le réservoir des voix de ces partis, leur permettre enfin d'atteindre ensemble les 61 députés. Enfin, à propos de l'union de la gauche qui s'est officialisée donc il y a 36 heures, le Haaretz souligne que dans cette union, il n'y a guère d'amour, mais seulement une crainte, celle de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Sever Plutzker, dans le Yediot Aharonot, écrit toujours à propos de cette union que l'échiquier politique israélien a besoin d'une gauche politique sioniste et idéologique. Il a besoin d'un parti qui reste fidèle dans sa plateforme aux accords d'Oslo et à un accord de règlement global entre Israël et les Palestiniens. Or, le bloc de gauche Meretz travailliste n'aura aucun poids s'il continue à se focaliser sur des messages sociaux ou encore sur son opposition personnelle à Benyamin Netanyahou. Ce bloc doit donc, selon Sever Plutzker, brandir l'étendard d'un règlement du conflit. Et puisque nous parlons du conflit israélo-palestinien, le Yediot Aharonot consacre ce matin une partie de sa une à des données préoccupantes sur le nombre de jets de pierre et de bouteilles incendiaires
de la part de Palestiniens sur des automobilistes israéliens sur les routes de Judée et de Samarie. Durant l'année écoulée, en 2019, on a recensé 1500 jets de pierre, 300 lancers de bouteilles incendiaires. Mais le plus stupéfiant est qu'en raison d'une absence de coordination entre les différentes instances juridiques et militaires israéliennes, la plupart des Palestiniens qui sont arrêtés suite à des jets de pierre sont relâchés plusieurs jours plus tard sans avoir été inculpés. Daniel Haïk depuis Jérusalem. Encore un mot sur les élections avec ce sondage publié hier par la 12e chaîne de télévision israélienne et ne prenons donc pas en compte l'alliance de ce matin entre Bennett et Smotrich. Kahol Lavan obtiendrait 35 sièges, soit 4 de plus que le Likoud de Benyamin Netanyahou. En troisième position, la liste arabe unie avec 13 sièges, suivie de l'alliance Avoda Meretz avec 9 sièges. La gauche qui serait talonnée par Chasse avec 8 sièges et le parti judaïsme unifié de la Torah avec 7 sièges. Même score pour Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman qui connaîtrait un petit déclin. Yamin Hadash de Naftali Bennett et Ayelet Shaked seul obtiendraient pour sa part 6 sièges, un de plus que l'Union nationale de droite. L'alliance du jour risque donc d'avoir des conséquences électorales importantes alors que les deux blocs pourraient être à nouveau au coude à coude au sortir du scrutin du printemps avec Avigdor Lieberman en faiseur de roi. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal. On reviendra notamment sur le dossier nucléaire iranien mais aussi sur une campagne contre l'antisémitisme qui crée le buzz sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Radio J 94.8. Chez Optical Center, avec l'offre unique, vos lunettes sont à moins 40%, monture et verre compris. En plus, une deuxième paire est offerte. Ah mais c'est super ça. Et je peux choisir n'importe quelle marque. Absolument. Et je peux l'offrir à mon mari, parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin là. La paire offerte est pour vous ou qui vous voulez. Venez, on va faire l'examen de vue ici. L'offre unique d'Optical Center, moins 40% sur toutes les marques, montures et verres, ainsi qu'une deuxième paire offerte pour vous ou qui vous voulez. Valable du 1er janvier au 31 juillet 2020. Dispositif médical, examen de vue réservé aux plus de 16 ans ne constitue pas un acte médical. Conditions en magasin. Saïeda Voyage et Ziv Hotel du 26 janvier au 2 février 2020. Vol régulier El Al, les deux transferts, hôtel résidence à Natania, demi-pension, Netivot Baba Salé, Lagriba ou Faki, soirée orientale. Le prix 855 € TTC pour les 20 premiers inscrits. Mais alors Gaston, quel est ton secret? Oh là là, encore une fois Gaston? Pardon, Monsieur Gaston Saïeda. Saïeda Voyage, 5 rue Ramponneau, Paris 20e. 01 46 36 20 09. Radio J 94.8. On continue avec l'actualité israélienne. La commission de la Knesset s'est déclarée compétente pour organiser l'examen de la demande d'immunité parlementaire de Benyamin Netanyahou. À moins de 2 mois des élections, la procédure s'annonce mouvementée. Correspondance depuis Jérusalem de Pascal Sunshine. La situation est inédite et personne ne sait donc trop comment cela va se dérouler. Ce qui est certain, c'est que le Likoud n'est pas prêt à laisser le sort de son leader entre les mains des députés centristes. Alors pourquoi est-ce si compliqué ? D'abord, il faut constituer la commission qui va être chargée d'examiner la demande de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a été formellement inculpé de fraude, abus de confiance et corruption. Comme il en a le droit, en tant qu'élu du Parlement, il a présenté sa demande d'immunité procédurale à la Knesset, mais en réalité, il escomptait que le Parlement, élu en septembre, sans avoir eu le temps de former une majorité et une opposition avant sa dissolution quelques semaines plus tard, ne serait donc pas en mesure de traiter sa demande et qu'elle serait repoussée jusqu'après l'élection d'un nouveau Parlement au mois de mars. Benyamin Netanyahou espère en effet que la prochaine Knesset qui sortira des urnes lui sera plus favorable. Seulement voilà, le conseiller juridique de la Knesset en a décidé autrement, estimant que puisqu'une majorité de députés s'était prononcée pour, il était possible de lancer la procédure. C'est donc ce qui a commencé hier. La commission des arrangements a approuvé la formation d'une commission parlementaire dédiée. Les élus centristes veulent que la procédure aille le plus vite possible, tandis que le Likoud va tout faire au contraire pour gagner du temps et empêcher la tenue du vote avant le 2 mars. Une fois formée, la commission va fonctionner à peu près à la manière de l'audition devant le parquet. Benyamin Netanyahou n'aura pas à comparaître personnellement. Les arguments présentés par ses conseils devront convaincre les députés du bien fondé de sa demande, pas de son innocence. Il s'agit d'une demande d'immunité procédurale, c'est-à-dire qui doit lui permettre de poursuivre sa mission d'élu du peuple qui serait autrement perturbée ou rendue impossible par l'ouverture du procès contre lui. Les députés qui formeront la commission doivent encore être choisis au prorata de leur représentation au Parlement. Ils devront être présents à toutes les audiences pour être habilités à voter à la fin des débats et leur assiduité sera d'ailleurs soigneusement contrôlée. Le Likoud a déjà averti que
que chaque point de procédure sujet à interprétation ferait l'objet de leur part d'une requête devant la Cour suprême, de même qu'ils utiliseront leur temps de parole le plus longtemps possible comme moyen de ralentir le travail de la commission. Si le vote a finalement lieu dans les délais, il devra ensuite être ratifié par un vote de la Knesset en assemblée plénière. Dans les deux cas, il est déjà clair que Benyamin Netanyahou n'aura pas la majorité nécessaire en faveur de son immunité. Dimanche, le président de la Knesset, Yuli Edelstein, s'était élevé contre la tenue de la procédure d'examen de la demande d'immunité du Premier ministre, qui selon lui tournerait au cirque et à un détournement de la démocratie aussi près des élections. Les faits risquent bien de lui donner raison. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Vous nous avez rejoint pour développer le reste de l'actualité. On commence avec du sport, ou plutôt de la diplomatie sportive. L'équipe israélienne d'escrime ne sera pas autorisée à se rendre au Qatar le 24 janvier prochain pour le Grand Prix. Décision du Shin Bet. Cette annonce intervient suite à l'élimination du général iranien Qassem Soleimani par les États-Unis. L'épéiste Yuval Freilich, champion d'Europe en juin dernier, et son coéquipier Ido Harper ne pourront donc participer à une compétition importante pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, des Jeux qui auront lieu du 24 juillet au 9 août prochain. Justice, Israël cherche à accélérer l'extradition de Malka Leifer, accusée de dizaines d'abus sexuels en Australie. Un panel d'experts a conclu qu'elle avait menti sur son état psychiatrique, a annoncé hier le ministère de la Justice. L'intéressé doit répondre de 74 chefs d'agression sexuelle liés aux accusations portées par 3 sœurs qui clament avoir été abusées lorsqu'elle était enseignante et directrice de l'école orthodoxe qu'elle fréquentait à Melbourne. Et puis c'est un clip qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le Congrès juif européen a lancé une nouvelle campagne contre l'antisémitisme intitulée Stop This Story. La vidéo met en lumière l'histoire sans fin de l'antisémitisme des années 30 à aujourd'hui en utilisant des techniques visuelles impressionnantes. La campagne a obtenu le soutien de célébrités comme le président israélien Reuven Rivlin, le mannequin israélien Bar Rafaeli, l'ancien joueur israélien de NBA Omri Caspi et l'actrice britannique Vanessa Kirby. Cette campagne est menée sur des plateformes comme YouTube et Instagram notamment. Les personnalités impliquées dans le projet lèvent la main avec les mots Stop the Story. Gabriel, continuons avec Bar Rafaeli. La mannequin a donné naissance à son 3e enfant. Et c'est un garçon. Avec son mari, l'homme d'affaires Adi Ezra, le célèbre mannequin israélien était la mère de 2 filles jusqu'à présent. La star de 34 ans avait co-animé l'Eurovision, on le rappelle, à Tel Aviv en mai dernier. Mazal Tov à la famille Rafaeli qui nous écoute peut-être depuis une clinique. Nucléaire iranien avec ce coup de menton diplomatique des Européens. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont annoncé ce midi leur décision de saisir la commission de résolution prévue par l'accord de Vienne de 2015. Ces 3 États étaient signataires de ce texte qui devait permettre d'empêcher l'Iran de militariser son programme atomique. Paris, Londres et Berlin réagissent ainsi aux dernières violations de l'accord par la République islamique. Téhéran avait annoncé il y a quelques jours qu'elle ne respecterait plus le plafond d'uranium enrichi fixé par l'accord de Vienne. Nous n'avons plus d'autre choix étant donné les mesures prises par l'Iran que de faire part aujourd'hui de nos préoccupations quant au fait que l'Iran ne respecte pas ses engagements au titre du JCPOA, indique un communiqué commun des ministères des Affaires étrangères de ces 3 pays, un sujet que devrait probablement aborder prochainement Emmanuel Macron avec Benyamin Netanyahou. Le président français se rendra en effet en Israël le 23 janvier dans le cadre du 5e forum sur la Shoah. Et puis j'ajoute un dernier mot sur ce dossier avec les déclarations de Boris Johnson pour le Premier ministre britannique. L'accord nucléaire de 2015 pourrait être remplacé par un nouveau texte concocté cette fois-ci par le président américain en personne qui a quitté le premier texte il y a 18 mois. Le président Trump est un excellent négociateur. Travaillons ensemble pour remplacer l'accord en cours et le remplacer par l'accord de Trump, a indiqué l'ancien maire de Londres sur la BBC. Une proposition qui indique une possible division du camp européen jusque-là favorable à un sauvetage du JCPOA. On ouvre maintenant le chapitre politique et social français de ce journal. Après 41 jours de grève consécutifs, le front syndical continue de se fissurer, Gabriel. D'un côté, les syndicats réformistes tels que la CFDT et l'UNSA, de l'autre, la CGT et FO. Les uns sont convaincus de pouvoir obtenir des améliorations dans ce projet de loi de réforme des retraites dans le cadre de la conférence de financement. Les autres sont totalement opposés à cette réforme et ce nouveau système de retraite par points. Ils qualifient même les mesures de l'exécutif d'enfumage et de piège, alors que le nombre de grévistes dans les transports ne cesse de baisser. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui était l'invité de CNews ce matin, a dénoncé l'entêtement des grévistes. Jusqu'au boutisme n'est pas une solution et qu'il y a
une belle réforme des retraites qui est portée par le gouvernement, portée par le Premier ministre, qui va garantir un régime de retraite par répartition, qui va garantir plus de justice, qui va permettre à des millions de Français qui ont aujourd'hui des pensions de retraite très faibles d'avoir une garantie de retraite à 1 000 €. Et interrogé sur ce sujet ce matin sur le plateau d'LCI, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a répondu que le gouvernement n'avait pas fait suffisamment de concessions. Ils n'ont pas beaucoup donné. Ils ont été obligés de reculer sur un certain nombre de choses. Mais quand quelque chose est injuste, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir alerté sur les dangers de cette réforme. Le taux de grévistes remonte aujourd'hui à 6%. Les conducteurs de la SNCF sont eux 24,8% à ne pas travailler. Une manifestation a actuellement lieu à Paris entre l'école militaire et la rue du Bac. Et par ailleurs, pour Bruno Le Maire, la grève n'aura qu'un impact limité sur la croissance et l'emploi. Sans transition, l'unique suspect de l'attentat de la rue de Copernic à Paris en 1980 a poursuivi hier le gouvernement canadien en justice pour l'avoir extradé en France, Gabriel. Hassan Diab réclame selon des documents judiciaires 90 millions de dollars canadiens, soit 61 millions d'euros au gouvernement canadien pour négligence, poursuite abusive et abus de procédure. Extradé du Canada et incarcéré en France à l'automne 2014, Hassan Diab a toujours nié toute implication. Pour rappel, le 3 octobre 1980, 4 personnes avaient été tuées et 46 autres blessées lors d'une attaque à la bombe devant la synagogue de la rue Copernic. Une histoire insolite maintenant, l'Olympique. Le club de football l'Olympique lyonnais a accusé le Rassemblement national de Marine Le Pen d'avoir détourné son logo lors du lancement de sa campagne pour les municipales. La candidate Agnès Marion dans la ville rhodanienne a utilisé le lion de Lyon, entouré d'un grand O, rappelant de manière troublante le logo du club de foot. Interrogé à ce sujet, l'ancien champion de France a également reconnu que la ressemblance lui paraissait troublante, au point que le service juridique de l'OL a demandé à Agnès Marion de ne plus utiliser leur logo distinctif. Et puis un mot de cinéma, le réalisateur Spike Lee sera le prochain président du jury du Festival de Cannes en mai. C'est le premier homme noir à occuper cette fonction au sein du festival français. Il aura la lourde tâche de désigner le successeur de Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho, Palme d'Or l'année dernière. Merci Gabriel Attal, on marque une petite page de pub et au menu de la dernière partie de votre journal magazine, la chronique Israël Business. Ne bougez pas tout de suite. Radio J 94.8. The Eden Reichel Project chante pour le KKL. À l'occasion de Toubishvat et du lancement du projet KKL JNF 2040, le KKL de France présente Eden Reichel Project avec ses 14 musiciens sur la scène de la salle Playel. Rendez-vous lundi 10 février à la salle Playel. Réservation au 01 42 86 88 88, kkl.fr, salleplayel.com et réseau habituel. Radio J. Le mardi, c'est permis, mais c'est Israël Business aussi. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. On vous retrouve comme chaque semaine pour explorer l'actualité économique et entrepreneuriale israélienne. Et on démarre, Eric, avec un deal à 9-0, celui entre Armis et Insight Partners. Oui, ça continue les deals dans la tech israélienne. L'acquisition par Insight Partners, c'est une société de capital risque qui est basée à New York, qui est assez connue des milieux new-yorkais, moins des milieux français. Acquisition d'Armis, qui est un spécialiste dans les logiciels de sécurité pour ce qu'on appelle l'IoT, ou l'Internet des objets. Vous savez, c'est un secteur en fort développement, c'est tous les objets connectés que l'on retrouve, que l'on peut avoir dans la santé, que l'on peut avoir dans la domotique. Et qui va encore se développer, je crois, avec la 5G. Croissance exponentielle attendue. En France, ça se développe pas encore. Il y a pas mal de sociétés qui sont pourtant positionnées, mais aux États-Unis, ça démarre. Et puis, dans les 5 prochaines années, ça devrait vraiment être une croissance exponentielle. La cible s'appelle donc Armis. Elle est basée à Palo Alto, c'est en Californie. Des bureaux à Tel Aviv. 2 cofondateurs, Yevgeny Dibrok et Nadir Israël, qui devraient rester dans le groupe. Mais au-delà de cette transaction, se pose le problème de savoir pourquoi les entreprises israéliennes se vendent si vite. En fait, on est dans des secteurs, dans la tech israélienne et même dans la tech, où il faut beaucoup dépenser en recherche-développement. Si Steve, vous créez demain un logiciel, eh bien, oui. Si vous avez de plus en plus de clients, il faut adapter votre logiciel. Il faut dépenser de plus en plus. Et parfois, les sociétés n'ont pas l'argent pour dépenser. Ils sont très bons en marketing. Ils sont très bons pour lancer le produit, mais pour le développement, il y a un problème. Et donc, elles sont obligées de se vendre. Et c'est pour ça qu'on voit
très souvent des sociétés qui sont des sociétés encore de petite taille, mais qui décident de se vendre à des gros acteurs. C'est ce que vous regrettiez un petit peu la semaine dernière. C'est ce que je regrette et ça se confirme encore. Et souvent, ces sociétés donc se vendent à des gros acteurs, à des Américains qui ont des moyens énormes. Alors c'est vrai que les startups israéliennes, il y a une ou deux phases de développement où elles sont là, mais après elles sont obligées de s'adosser parce que Israël est un petit pays. Et si vous voulez avoir une vue internationale, vous êtes quasiment obligé de vous adosser. Regardez Mobileye, regardez Waze. Là aussi, adossement. Il est très rare qu'une société israélienne puisse rester indépendant ad vitam aeternam, comme le sont par exemple aux États-Unis, mais sont des géants, les Facebook, les Amazon ou encore les Alphabet. On file maintenant en Grande-Bretagne, non pas pour évoquer le Mexit et les tensions au sein de la famille royale, mais plutôt pour suivre ces startups israéliennes dans le secteur de la santé qui n'ont visiblement pas peur du Brexit. Oui, alors vous savez, il y a beaucoup de relations entre les sociétés israéliennes et les pays étrangers. Vous avez vu que même la semaine dernière à Eilat, je parlais qu'il y avait des startups italiennes qui avaient été hébergées à Eilat. Là, c'est l'inverse. Il y a une dizaine de startups dans le monde des technologies de la santé qui vont au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que le système de santé au Royaume-Uni, alors on critique le système de la France en disant que les hôpitaux sont de mauvaise qualité en France, mais alors franchement, quand vous voyez l'hôpital public en Grande-Bretagne, je ne vous souhaite jamais d'avoir une entorse du genou ou avoir un problème d'antibiotiques en Grande-Bretagne. Je vous remercie. Et donc, c'est un marché potentiel. C'est un marché potentiel. C'est un marché potentiel énorme. Et donc, dans ce voyage qui est fait à partir du début février, il y a des sociétés israéliennes dont j'avais parlé. Je vous avais parlé quand j'avais été en Israël d'une société qui s'appelle Binai. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. En fait, cette société fait quoi ? C'est-à-dire qu'en scannant votre visage, ils arrivent à voir si vous avez de la tristesse, si vous êtes déprimé, si vous pouvez même avoir des problèmes cardiaques. C'est des technologies révolutionnaires, mais j'avais été épaté par la technologie développée par David Maman, que j'avais longuement rencontré à Tel Aviv en novembre dernier. C'est le fondateur du groupe. Il y a également Brisometer, c'est un fournisseur de données en temps réel sur la qualité de l'air. Quand on sait qu'on est dans des mondes pollués, c'est aussi un facteur important, notamment en Grande-Bretagne, où il y a pas mal de pollution. Alors, l'un des premiers investisseurs d'ailleurs avait été Sidal Venture. C'est un fonds israélien dédié aux startups. J'avais reçu, vous n'étiez pas encore là, j'avais reçu il y a un an les deux fondatrices, elles s'appellent Cynthia Fitoussi et Audrey Chocron, et donc elles veulent également faire investir des investisseurs, qu'ils soient français ou encore israéliens, dans l'écosystème des startups israéliennes. Et justement, les Israéliens sont particulièrement à la pointe de la santé numérique. 600 entreprises fin 2019 dans la santé numérique. On parle de start-up, bien entendu, contre 300 en 2011. Les levées de fonds, c'est 660 millions de dollars. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on parle de santé connectée ou santé numérique, on mêle beaucoup d'indicateurs, l'intelligence artificielle, l'analyse prédictive, le big data, et tout ça, Israël est très fort dans ce domaine. Et moi, ça va mettre en relation peut-être avec le vieillissement de la population dans le monde. Avec le vieillissement de la population dans le monde, avec le fait que les gens veulent être soignés, avec le fait que de plus en plus, on a de moins en moins de médecins, et donc que les médecins veulent surveiller les patients à distance. Bref, il y a un énorme marché sur lequel les Israéliens sont dessus. Nul doute qu'il y aura encore beaucoup d'opérations, des transactions dans le secteur. En fait, je vais vous dire, tout ça arrange aux affaires, parce qu'on va se retrouver toutes les semaines dans Israël Business, et toutes les semaines, je vous assure qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait tenir 20 minutes, 25 minutes pour parler de ce merveilleux marché qu'est le marché israélien du business. Eh bien, c'est un super programme. Merci Eric Lewin, à la semaine prochaine. Bien sûr. C'est la fin de votre journal magazine. Merci de votre fidélité. On va se quitter en musique, comme de coutume, avec le nouveau titre de Doudou Aharon. Il s'intitule Maboul, déluge en hébreu. Prochain rendez-vous avec l'information à 15h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chaim Nissembaum et son émission Histoire du peuple juif. Bon après-midi. Prenez soin de vous.